Bonjour. Aujourd'hui, je démontre une fois de plus que notre savoir scientifique repose sur de petites méprises surprenantes. La petite méprise du jour a été de confondre l'accélération avec la grandeur que je nomme l'action. Nous avons confondu une grandeur temporelle avec une grandeur spatiale. Cette notion d'accélération semble être vérifiée, validée tant et tant de fois que plus personne ne se pose la moindre question élémentaire. Et pourtant, depuis longtemps déjà, elle aurait dû sauter aux yeux des scientifiques. Ce n'est pas en élaborant de nouvelles théories ou un nouveau modèle atomique que cette méprise est mise en évidence. C'est en raisonnant, en cherchant à comprendre la signification de nos outils mathématiques et surtout les éléments qui les composent. Cette vidéo est un peu longue parce que, comme je l'ai fait dans le livre, où c'est encore bien plus complet, je rappelle des notions élémentaires et simpliste, mais nécessaire pour voir où se situe la méprise et ses conséquences. Et ceci passe par l'étude d'un simple mouvement rectiligne uniformément accéléré. L'accélération est la grandeur physique qui permet de caractériser la variation de la vitesse en fonction du temps. Voilà pourquoi je parle d'une grandeur temporelle. Pour introduire l'accélération, je prends des valeurs que j'utiliserai par la suite dans des graphiques. À l'instant t égale 4 secondes, la vitesse instantanée, celle qui est affichée par le compteur de vitesse, est de 8 mètres par seconde. Et à l'instant t égale 5 secondes, elle est de 10 mètres par seconde. L'intervalle de temps, noté delta t, est donc d'1 seconde et la différence des vitesses, delta v, est de 2 mètres par seconde. Le mobile a subi une variation de vitesse de 2 mètres par seconde en 1 seconde, soit une accélération de 2 mètres par seconde, donc de 2 mètres par seconde carrée. L'accélération est par conséquent la division de ces deux éléments et se note A égale delta V sur delta T. Afin de visualiser cette progression de la vitesse dans un graphique en fonction du temps, je trace ce graphe avec en abscisse l'axe horizontal le temps et en ordonnée l'axe vertical la vitesse. Pour cet exemple, je considère une vitesse nulle à l'instant de départ, quand t égale 0, et cette variation de vitesse de 2 mètres par seconde toutes les secondes. J'obtiens une suite de points alignés. La courbe de vitesse est une droite inclinée. Pour les deux précédentes valeurs, en T4 et T5, je trace les vecteurs vitesse ainsi et retrouve leurs valeurs de 8 et 10 mètres par seconde. La différence delta V est le vecteur complémentaire. Et comme l'intervalle de temps considéré est d'1 seconde, ce vecteur est équivalent au vecteur accélération. J'utilise les bases de ce graphique en attribuant aux valeurs de l'axe vertical une désignation et une unité supplémentaire, celle de l'accélération. Ceci permet de regrouper les courbes sur un même graphe. L'accélération constante est une droite horizontale située à 2 mètres par seconde carrée. De l'équation A égale delta V sur delta T, j'en déduis delta V est égal à A fois delta T. Ceci correspond à calculer une surface rectangulaire de hauteur A et de base delta T. Si l'intervalle de temps est plus grand, la variation de vitesse delta V suit la même progression que la surface du rectangle. Maintenant, si je considère l'intervalle de temps depuis l'instant de départ, la variation de vitesse est égale à la vitesse instantanée. Sur cette représentation, delta t égale 3 secondes et delta v de 0 à 3 est égal à la vitesse v3, soit 6 mètres par seconde.
Il en résulte que la vitesse instantanée correspond au calcul de la surface sous la courbe d'accélération depuis l'instant de départ. Nous en déduisons la relation de la vitesse instantanée. V est égal à A fois t. La vitesse est égale au produit de l'accélération avec le temps. Maintenant, nous aimerions connaître le chemin parcouru. Nous savons qu'à vitesse uniforme, à vitesse constante, la distance parcourue est égale au produit de la vitesse avec le temps. X égale V fois t. Or, dans notre cas, la vitesse progresse. Par contre, la vitesse moyenne est évidente, c'est celle qui est à mi-longueur, soit à 4,5 secondes. Cette vitesse moyenne est équivalente à une vitesse constante durant cet intervalle de temps. Donc, en la multipliant avec l'intervalle de temps, nous trouvons la distance parcourue lors de cette durée. Donc, delta x de 4 à 5 est de 9 mètres et correspond à la surface grise. Pour connaître le cumul des distances parcourues, je fais comme précédemment en considérant la durée totale et la vitesse moyenne. À l'instant t égale 4 secondes, la vitesse moyenne est de 4 mètres par seconde et la distance parcourue est de 16 mètres, correspondant à cette surface rectangulaire ou également à la surface triangulaire de hauteur V4. Ceci permet d'écrire la relation x est égal à 1/2 de Vt, soit la surface du triangle. En conclusion, la surface sous la courbe de vitesse représente le déplacement. Je regarde l'évolution du déplacement en calculant les différentes surfaces à chaque seconde écoulée. Le chemin évolue de la sorte. Nous constatons qu'entre les instants 4 et 5 secondes, nous retrouvons la différence de 9 mètres. Cette courbe est une parabole dont l'équation est le calcul des surfaces triangulaires, soit 1/2 de Vt. Or, sachant que V est égal à A fois T, nous retrouvons cette relation fort connue, x est égal à 1/2 de AT carré. Le but de cet exercice simple est de préciser et d'insister sur les points que nous venons de voir. La surface sous la courbe d'accélération correspond à la vitesse instantanée à l'instant considéré. La valeur de l'accélération représente la pente de la courbe de vitesse. La surface sous la courbe de vitesse correspond à la distance parcourue à l'instant considéré et la valeur de la vitesse instantanée représente la pente de la courbe de déplacement. Le calcul de la surface est l'intégrale de la fonction, tandis que la pente de la courbe est sa dérivée. Je ne veux pas aller plus loin avec ces notions mathématiques, sinon de dire que c'est autour de ces grandeurs qu'elles ont vu le jour. Ces rappels étant faits avec une accélération constante, je regarde rapidement deux cas pour lesquels l'accélération varie de façon linéaire. Je considère les deux cas particuliers pour lesquels la somme des accélérations donne la même variation de la vitesse sur la durée de 5 secondes. Ceci veut dire que les surfaces sous la courbe des accélérations sont identiques. De ce fait, pour ce premier cas, l'accélération initiale est le double de la précédente, soit A0 égale 4 mètres par seconde au carré et atteint une valeur nulle après 5 secondes. Si avec l'accélération uniforme, la courbe de vitesse est une droite, je cherche la progression de la vitesse en calculant la surface trapézoïdale sur la base de la valeur moyenne. J'obtiens les valeurs suivantes. Avec une telle accélération dégressive, la courbe de vitesse décrit une parabole. Sans chercher les équations, je fais cette remarque. La distance parcourue
correspondant à la surface sous la courbe de vitesse, nous constatons par rapport au premier exercice que le mobile va effectuer un déplacement supplémentaire matérialisé par cette surface en gris foncé. Pour le deuxième cas particulier, je reprends la situation inverse. L'accélération passe de 0 à 4 mètres par seconde carré en 5 secondes. Les différents points de la courbe de vitesse se déterminent en calculant les surfaces triangulaires. Cette fois-ci, la distance parcourue est plus faible et la différence apparaît par cette surface blanche. Cette petite démonstration pour mettre en garde. Ce qui se déroule en fonction du temps peut avoir des conséquences similaires dans le temps, c'est le cas pour la vitesse, mais pas pour le déplacement. Si le déplacement est influencé par la répartition de l'accélération dans le temps, alors regardons ce qui se passe avec ces différentes grandeurs dans un graphe sur lequel l'axe des abscisses est la distance parcourue. Avant, nous avions un repère temporel, tandis que maintenant, c'est ce que je nomme un repère spatial. Je reprends le même mouvement que tout à l'heure en reportant les valeurs du tableau comme ceci. La courbe de progression de la vitesse dans un repère spatial est une parabole pour laquelle je reporte sans plus de commentaires son équation V est égal à racine de 2ax. Maintenant, pouvons-nous tracer, comme précédemment, l'accélération, sachant que si elle est constante dans le temps, elle l'est forcément sur le déplacement. Je la représente, mais nous constatons immédiatement que nous ne pouvons plus déterminer la valeur de la vitesse par le calcul de la surface sous cette grandeur. Le lien entre ces deux grandeurs semble avoir disparu avec cette représentation. Par contre, une autre grandeur parle de l'accélération dans l'espace. Cette grandeur est l'énergie cinétique, encore dénommée, lorsque les frottements sont négligés, le travail mécanique. La valeur du travail mécanique, W, est égale au produit de la force imprimée sur le mobile avec la distance parcourue. Le travail s'exprime en joules et représente la dépense énergétique. Dans le cas où tous les frottements sont négligés, la force imprimée contre le mobile correspond à celle qui l'oppose du fait de la variation du mouvement, à savoir une réaction inertielle, une force d'inertie. Force d'inertie qui se calcule selon la deuxième loi de Newton, F est égal à ma. La force est égale au produit de la masse avec l'accélération. Donc, W est égal à max. Malgré ma position face à la masse, qui devrait représenter la quantité de matière sans unité, je vais trimballer ce kilogramme parce que ça permet d'utiliser les unités actuelles sans soulever de controverses et surtout parce que je cherche à comprendre cette notion d'accélération avec une telle représentation. Au niveau des unités, nous avons des kilogrammes multipliés avec des mètres par seconde carré et avec des mètres. Ce sont donc des kilogrammes mètres carrés par seconde carré qui correspondent à des joules. Afin de faciliter le rapprochement avec ce que nous venons de voir dans un repère temporel, je pose la valeur élémentaire de l'énergie cinétique en la divisant par la masse et la note petit w. Nous obtenons ainsi petit w égale ax. Je profite de cette occasion pour changer ce terme assez ambigu d'énergie cinétique, comme l'est également le terme de travail mécanique, lequel, lorsqu'il prend en considération les frottements, ne montre plus l'état dynamique du mobile. De ce fait, je parle de potentiel dynamique.
Cette expression est plus appropriée car c'est cette grandeur petit w qui, lorsque la force motrice disparaît, permet de prolonger le mouvement, donc d'effectuer un travail en fonction de son potentiel dynamique. Dans la relation W est égal à AX, A correspond à une grandeur qui agit sur le potentiel dynamique en fonction du déplacement, en fonction des X. C'est une grandeur qui s'exprime en quelque chose par mètre et non pas ce quelque chose par seconde. Nous ne devons plus parler d'accélération, mais d'une autre grandeur, celle que je nomme l'action. J'explique un peu plus tard la raison de ce terme qui pourrait porter à confusion et également pourquoi la valeur et l'unité de l'action sont identiques à celle de l'accélération et dans le cas présent de 2 mètres par seconde carrée. L'action est constante sur le déplacement, alors c'est elle qui décrit cette droite horizontale. L'équation du potentiel dynamique, W égale AX, laisse voir qu'il progresse au même rythme que la surface de hauteur A et de base X. En calculant la surface, nous montrons le lien entre le potentiel dynamique et l'action dans ce repère spatial. Donc l'action est une grandeur spatiale, tandis que l'accélération est une grandeur temporelle. Dans l'équation de la vitesse, nous retrouvons les termes AX. Nous en déduisons le lien entre le potentiel dynamique et la vitesse. W est égal à 1/2 de V carré. Comme j'ai fait précédemment avec l'accélération, je fais varier l'action en considérant cette zone restreinte du déplacement sur 5 mètres. La représentation est grandement similaire, sauf que c'est la distance parcourue en abscisse et l'action en ordonnée. L'action agissant sur le potentiel dynamique, chose qui apparaît par le calcul des surfaces, lesquelles sont identiques après les 5 mètres de déplacement, le potentiel dynamique sera de même intensité à cette distance. Je calcule les différents points de la courbe avec les surfaces comme tout à l'heure. Je nomme cette courbe W3 car dans le livre, il correspond au mouvement de type 3, tandis que l'autre est le type 1. Pour la situation inversée, le potentiel dynamique se détermine par le calcul des surfaces triangulaires, comme ceci. Nouvelle courbe que je note W2. Connaissant le lien entre le potentiel dynamique et la vitesse par la relation W est égal à 1/2 de V carré, nous en déduisons qu'en X égale 5 mètres, vu que le potentiel dynamique est identique, la vitesse l'est également. Je prends de nouveaux graphes pour faire apparaître les différentes courbes de vitesse sans préciser les valeurs. Pour le mouvement de type 1, la courbe de vitesse est cette parabole déjà vue et notée V1. Pour le type 3, la courbe devient un segment d'ellipse avec une pente verticale au départ pour finir horizontale. Pour le type 2, la vitesse progresse linéairement dans ce repère spatial. Les démonstrations et les explications pour trouver ces courbes et leurs équations, chose que je ne vais pas faire maintenant, sont fort simples, car c'est toujours le calcul de surface rectangulaire ou triangulaire. Je regroupe ces 3 courbes de vitesse sur ce même graphique afin de voir comment ils apparaissent dans un repère temporel. Si tout à l'heure, en étudiant les 3 formes d'accélération, il y avait une différence de déplacement visible au niveau des surfaces, cette fois-ci, nous ne pouvons pas émettre de conclusion autour de ces différentes courbes.
Pour les mouvements 2 et 3, il faut rechercher un lien avec le temps qui n'apparaît pas dans les relations utilisées. Malgré le fait qu'il faille passer par des calculs faisant intervenir des notions trigonométriques, les explications restent digestes car issues de représentations graphiques. Alors, je reporte les conclusions en traçant les courbes de vitesse dans un repère temporel avec ces 3 types de mouvements. Le type 1 avec l'indice prime pour dire que c'est le même mouvement mais représenté dans le temps et celui que j'ai développé au départ avec une accélération constante. La vitesse décrit une droite inclinée. Le mouvement type 3 suit des courbes de l'accélération et de la vitesse qui s'arrêtent en T3. Il y a gain de temps pour parcourir cette distance tout en atteignant la même vitesse. La courbe d'accélération n'est pas rectiligne, c'est une fonction trigonométrique. Pour le mouvement de type 2, les courbes de la vitesse et de l'accélération se prolongent jusqu'en T2. Ces 2 graphiques montrent sans ambiguïté qu'il y a une réelle et grande différence entre l'action et l'accélération. Lorsque l'action varie dans l'espace, bien entendu, il est impossible de prédire le comportement d'un mobile avec l'accélération parce que le temps est inconnu. Or, et là je dévoile la réponse à une question du livre, pratiquement tous les mouvements variés se comportent comme le type 3. Que ce soit la propulsion avec un ressort, un ralentissement dû au frottement fluide, en chute libre, et même n'importe quel type de propulsion qui atteindra tôt ou tard une vitesse maximale, tous les mouvements subissent une action qui s'estompe sur le déplacement. Ou inversement, lors d'un ralentissement, l'action rétrograde au déplacement progresse jusqu'à l'arrêt, ce qui correspond à la suite de ce type de mouvement, type numéro 3. L'accélération est, entre guillemets, un flux de vitesse dans le temps, tandis que l'action, multipliée avec la masse, est un flux énergétique dans l'espace. Dans un cas, ce sont des mètres par seconde, tandis que dans l'autre, ce sont des joules par mètre. L'accélération est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, tandis que l'action, ou son produit avec la masse, est la dérivée du potentiel dynamique par rapport à la distance. De ce fait, les unités de base sont semblables, des mètres par seconde carrée, mais leur rôle diffère. Elles n'agissent pas sur les mêmes grandeurs et surtout, leurs variations sont radicalement différentes. Pourquoi ai-je choisi le terme d'action alors qu'une autre grandeur possède déjà cette désignation ? L'action, comme je viens de la définir, est vraiment la grandeur qui met en mouvement un objet, qui le met en action. Ce sont des joules par mètre. La grandeur qui porte actuellement ce nom d'action correspond à des joules secondes. Ça ne représente rien. Ce n'est pas une grandeur physique sensée. Des joules par seconde, ce sont des watts, donc la puissance, ce qu'il faut délivrer dans le temps pour effectuer tel travail ou atteindre tel potentiel dynamique. En multipliant ces watts avec le temps durant lequel cette puissance est délivrée, nous donne des joules, donc l'énergie dépensée. Multiplier encore une fois cette énergie avec le temps ne permet pas de déterminer une grandeur représentative, celle qui se voudrait être l'action, selon la définition actuelle. Bien sûr, on va me rétorquer que le principe de moindre action utilise cette définition de l'action. Mais une relation scientifique doit servir à prédire un comportement et non pas d'analyser différentes situations a posteriori pour en déduire celle qui est la plus économe, ce que fait ce principe de moindre action.
Pourquoi possède-t-elle la même valeur? Parce que lorsque l'accélération est constante, l'action l'est également. Et que ce soit dans un repère temporel ou spatial, les résultats finaux sont identiques parce qu'il y a cette égalité entre le potentiel dynamique et le carré de la vitesse. C'est ce que nous observons lors de l'étude de la chute d'un objet, par exemple. L'action de la pesanteur sur une faible hauteur est constante. Donc, la confusion entre accélération et action ne soulève aucun problème. Par contre, si nous regardons une situation avec une très grande distance au sein d'un champ de pesanteur, nous devons considérer la somme des actions variables sur cette distance. Ceci permet de quantifier la variation du potentiel dynamique, donc d'en déduire la variation de la vitesse sur une trajectoire elliptique. En d'autres termes, cette démarche permet enfin d'expliquer la deuxième loi de Kepler, avec quelques petits détails supplémentaires encore inédits. Mais ceci est une autre histoire que j'expliquerai plus tard. Malgré ces explications évidentes, je présume que vous devez avoir à l'esprit ces instruments de mesure, ces accéléromètres. Or, un accéléromètre n'a jamais mesuré une accélération. Il réagit à une force d'inertie et nous avons converti cette force en accélération. Je m'explique. Un accéléromètre est un dispositif muni d'une charge mobile maintenue en place par des éléments déformables, comme les ressorts sur cet exemple. En percevant une variation du mouvement, la charge subit une force d'inertie et comprime un ressort. De cette déformation, nous en déduisons l'accélération en appliquant la deuxième loi de Newton. L'accélération est égale à la force d'inertie perçue par l'accéléromètre divisée par sa masse. Pour connaître la force d'inertie que subira une entité, nous utilisons la même loi. De ce fait, la force d'inertie perçue par une entité est égale à sa masse fois l'accélération. Si je remplace la précédente valeur de l'accélération, j'obtiens cette relation qui fait intervenir le rapport des masses ou également le rapport des poids. Un accéléromètre ne mesure pas une variation de la vitesse dans le temps, il réagit à une force, laquelle est convertie en accélération en appliquant une loi, et nous vérifions et validons cette loi en reprenant la grandeur issue de cette loi. En fait, c'est un tour de passe-passe qui fait apparaître l'accélération alors que ce n'est pas elle qui caractérise la force d'inertie. Est-ce une simple erreur de dénomination? Ou formulé autrement, est-ce que la force d'inertie est fonction de l'action? Si dans les mouvements verticaux, la force d'inertie est proportionnelle à l'action, et qu'il faut l'ajouter ou la retrancher au poids en raison du sens de déplacement, lors des mouvements horizontaux, il me semble évident que ni l'action ni l'accélération ne sont à prendre en considération. Ce doit être une nouvelle grandeur spatiale, la pente de variation de la vitesse dans un tel repère, que je présente dans le livre et que je nomme la raideur de mouvement. J'en suis convaincu sans avoir fait de test formel parce que nous devons utiliser une grandeur qui se nomme la quantité de mouvement et surtout parce que nous parlons de la conservation de la quantité de mouvement dans certains cas et dans d'autres la conservation de l'énergie cinétique. L'équation de la quantité de mouvement étant le produit de la masse avec la vitesse. Dans un cas, une transformation se détermine en fonction de la vitesse, tandis que dans l'autre cas, c'est fonction du carré de la vitesse. Quand et pour quelles raisons devons-nous opter pour une méthode ou une autre?
Il n'y a pas de réponse catégorique. Il y a même des enseignements qui divergent sur la méthode à employer avec des résultats différents. Je vous laisse découvrir les quelques exemples que j'évoque dans le livre et surtout, quelle est la véritable démarche à suivre. Non, je suis navré de le dire, mais depuis presque toujours, nous n'avons jamais abordé l'étude des relations mathématiques autour de la compréhension de ce qu'elles renferment. Avec des essais, on cherchait à savoir si l'énergie acquise lors de la chute libre était fonction de la vitesse, de son carré, et s'il fallait ou non diviser par 2. Donc, par une démarche empirique, on a réussi à établir des formules prédictives, donc validées par l'observation, et autour desquelles on a rédigé la théorie. Voilà pourquoi on a gardé l'accélération et que personne ne s'est rendu compte que c'était une erreur. C'est une erreur scientifique parce que nos relations ne sont pas prédictives et imposent dans certains cas de passer par une expérience préalable et d'utiliser les résultats pour pouvoir enfin prédire des comportements. C'est une erreur parce qu'elle a occulté la compréhension et la possibilité de découvrir des relations par la réflexion. Pour preuve, en appliquant cette démarche graphique avec l'action, et sans parler de toutes les expériences qui mettent en jeu des ressorts avec une action variable sur la distance, dont les explications sont parfois confuses, donc en appliquant cette démarche, j'ai retrouvé quelques relations qui n'ont comme justificative que d'être empiriques, donc issues de l'observation qui sert également à les justifier et à les valider. Je ne suis pas réfractaire aux mathématiques, bien au contraire, elles sont utiles dans les sciences, mais pas toutes les formes qu'elles peuvent prendre. Les bases mathématiques, intégration et dérivation, sont issues de la mécanique, de la recherche d'outils pour trouver les relations qui unissent l'accélération, la vitesse et le déplacement dans le temps. Utiliser ces outils dans un repère spatial devait subir une même réflexion, mais cela n'a pas été fait. On a fait passer les résultats des équations devant la logique scientifique, devant la logique de la réflexion. Vous, les scientifiques qui me critiquez si vertement, vous qui dénigrez mes compétences en mathématiques, pourquoi aucun de vous, aucun de vos prédécesseurs, ni même aucun des plus brillants prix Nobel n'avait encore vu cette erreur grotesque de confondre action et accélération? Si vous voulez me donner une leçon, faites-le en démontrant mes éventuelles erreurs, si vous y arrivez. Il faudra pour cela les connaître, enfin daigner les lire et non plus d'agir comme vous le faites. Je suis conscient des limites des maths parce que je le démontre. Je démontre que certaines relations deviennent fausses avec la complexité, surtout lorsque les bases élémentaires sont erronées. Elles peuvent raconter n'importe quoi et il faut être crétin pour les croire et imaginer un monde microscopique différent de notre monde visible. Sans parler de celles qui veulent jouer avec le temps comme une simple variable modifiable. Les mathématiques vont bien au-delà du monde du réel, du monde des sciences de la nature. Alors il faut savoir faire la part des choses entre ce qui est censé et ce qui ne l'est plus. Je vous remercie de votre attention et à une prochaine.